commencer cet après-midi avec la société Atos, qui est représentée par Loïc Castel, team leader réponse à incident. Et il va nous présenter Vaderetro Avadon, présentation suite à l'analyse d'un groupe de type Ransomware as a Service. C'est à vous, merci. Merci. Donc, merci pour la présentation. Le but de cette présentation, c'est de vous faire un retour d'expérience, tout d'abord, sur une réponse à incident qui a forcément avait pour raison principale l'intervention du groupe Avadon, je ne sais pas comment on le prononce exactement, et en fait, on l'a rencontré plusieurs fois, ce groupe-là, et on a voulu faire une étude plus approfondie, et du coup, on a pas mal de choses à présenter. Et alors, ce qui est intéressant, alors le titre Vaderetro Avadon, pourquoi ? J'ai un petit peu spoilé la timeline, mais le groupe Avadon en fait n'existe pas, il a été shut down, il a été stoppé en mi-juin, donc un petit peu énigmatique d'ailleurs, parce qu'on n'a pas vraiment de raison, quoi que ce soit, si ce n'est que voilà, la clé de déchiffrement a été publiée. Et ce groupe-là, il était intéressant pour plein de raisons que je veux présenter, et c'est pour ça que c'était intéressant. Et surtout la dernière version de leur chiffreur, notamment, vous allez voir, je vais rentrer après dans le détail sur quelle était. Il y avait une petite faille en fait dans leur chiffreur initial. En fait, cette version-là, elle n'a jamais été étudiée, elle n'a jamais été publiée. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on a publié sur ce sujet qu'on trouvait intéressant. Voilà. Alors, il y aura peut-être des détracteurs qui diront mais pourquoi il parle d'un groupe qui n'est plus en activité, ça n'a aucun intérêt. Non, je pense pas, parce que sinon on ferait pas d'histoire à l'école. Hein, sinon c'est un peu c'est pas le cas. Et surtout, on commence à voir. Alors ça, c'est dans ma conclusion en fait. Je suis en train de spoiler tout, absolument tout. Mais c'est pas grave, j'irai plus vite après. On voit des groupes comme Rivel, Sodino Kibi, qui reviennent, là, donc c'était avant-hier, donc parfait, l'actualité qui m'aide un petit peu aussi. Donc étudier des groupes qui sont partis, c'est intéressant. Et aussi, forcément, les groupes d'attaquants, ils réinventent pas la roue, leurs techniques, ils sont réutilisés par d'autres. C'est possible aussi que le code source d'Avadon, de leur chiffreur, il était balancé, il était vendu ou qu'il était publié dans la nature. Et donc, le fait d'étudier, le fait d'analyser, ça aidera les chercheurs, ça aidera les blue teams du futur à se défendre contre ça. Donc voilà une petite introduction du plan. Bon, je vais passer rapidement dessus. Ce qui est intéressant chez Avadon, c'est qu'ils font du ransomware as a service. Alors ransomware as a service, c'est quoi ? Faut s'imaginer que donc un groupe d'attaquants en général, on va imaginer qu'un groupe fait la totalité des actions, c'est-à-dire il pénètre chez leurs victimes, il récupère les données qui les intéressent et ensuite ils font ce qu'ils font, ils balancent un ransomware, etc., etc. Mais c'est un acteur. Dans le ransomware as a service, on a deux acteurs. On a d'abord une entité qui va faire l'intrusion initiale, et on a le groupe RAS qui va vendre ses services. Et ces services, c'est quoi ? C'est tout d'abord un chiffreur avec du code qui est développé, la R&D entre guillemets. Il va vendre du marketing aussi, parce que du coup c'est la connaissance, la confiance dans la marque du groupe, et il va vendre aussi un canal de communication entre la victime et les attaquants. Et donc du coup il y a un modèle qui s'est créé qui s'appelle le ransomware as a service, et Avadon fait exactement ça. Alors quelques petites questions. Les TTP, est-ce que je vais en parler après, donc un petit peu de glossaire. TTPs, vous savez ce que c'est ? Technique, tactique et procédure. Donc c'est grosso modo les méthodes en prenant un peu de hauteur. On va dire le niveau le plus basique pour décrire des attaques, ce qu'on voit dans des articles, ça va être les IOC, Indicator of Compromise. Donc ça va être des hash, des IP, des noms de domaine. C'est le premier niveau. Et quand on veut décrire, quand on fait une analyse un peu plus stratégique, déjà un peu plus orientée opérationnelle, on va trouver des TTPs. Donc c'est des moyens que le groupe va déployer pour arriver à ses fins. Comment il se déplace latéralement, quelle faille il utilise pour la compromission initiale, etc. etc. RAS, j'en ai déjà parlé. Et C2, ils ne savent pas ce que c'est. Command and Control. Donc, comment ça fonctionne un RAS ? Donc là, j'ai grosso modo mis la petite
les étapes. Donc l'attaquant, il fait la compromission initiale. Peut-être qu'il récupère l'administration de domaine. Voilà, il fait les opérations, il fait le travail technique. Ensuite, il propose, probablement pas qu'à un seul RAS, mais à d'autres, il propose ces accès-là. Les RAS achètent ça et ils examinent, ils font du vouching, ils examinent la requête pour valider que c'est bien crédible, qu'ils ne s'attaquent pas à des cibles, on va voir dans la victimologie, des cibles qui s'empêchent éthiquement dans leur charte d'attaquer. Je vais donner les détails après. Et ensuite, donc si le vouching passe, y a une contractualisation, on va dire, et ils peuvent prêter leur infrastructure. Alors ça peut se faire dans les deux sens. Soit c'est, entre guillemets, la première entité qui achète les services du RAS et qui l'utilise, soit c'est le RAS qui achète le business initial. En général, c'est plus dans ce sens-là. Donc pourquoi ils sont intéressants à Avadon? Parce qu'ils font de la triple extorsion. Donc maintenant, à l'époque, je vais donner l'historique, ils étaient en activité depuis juin 2020. La triple extorsion, c'est quoi? Donc tout d'abord, c'est le chiffrement de fichiers. Donc ça, c'est classique pour du ransomware. Vous me payez et en échange, je vous donne la clé de déchiffrement ou l'outil qui va permettre de déchiffrer tous les fichiers. Là, ensuite, ils rajoutent à ça, histoire de mettre un peu plus la pression, parce que vous pouvez toujours avoir des backups, ils étaient plutôt bien cloisonnés et ils n'ont pas été attaqués pendant la chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent des données et ensuite ils vont vous demander de payer pour pas que vous publiez les données. Ça, c'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode, la petite cerise sur le gâteau, c'est le déni de service. Donc le déni de service, le déni de service distribué, l'idée étant qu'ils vont essayer de mettre à plat, histoire de rajouter un petit peu de pression, ils vont essayer de mettre à plat vos expositions externes, de telle sorte à vous faire payer et à faire pencher la balance dans cette prise de décision qui est est-ce qu'on peut... Allô, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on paye pas la rançon, qui est bien évidemment la question qui a 1 million. Et donc Avadon, alors ça dépend un peu du groupe, il propose 240 heures, donc 10 jours pour payer. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, ils publient toutes vos données. Donc comment ça se passe? Ça, c'est leur site. C'était. Vous pouvez trouver des captures encore sur ransomwatch.org. Et il n'y a pas que, il y a tous les groupes à la mode. Et par contre, on peut encore trouver des captures qui forcément datent de la date. Alors je crois que c'est le 15 juin, non, 11 juin, voilà. 11 juin, heureusement j'ai noté. 11 juin, la dernière activité sur leur site. Et comment ça se passe? On voit 3 sections. La section à gauche, ce sont les nouvelles sociétés, nouveaux organismes qui se sont fait compromettre. Donc ça peut être du public, c'est pas forcément des sociétés, des organismes. Au milieu, ce sera le zoom sur la société en particulier, leur nom, leur adresse, leur site web, pour être sûr qu'on ne les confonde pas, et combien de données ils ont volé. Ça, c'est important. Est-ce qu'on va parler de gigas ou est-ce qu'on va parler de terra, etc. Et bien évidemment, pour un petit peu appâter le client, ils mettent aussi des screenshots. Ils mettent des screenshots de cartes bancaires, de passeports, de contrats, toutes des choses qui pourraient, qui font en sorte que leurs victimes se disent bon, c'est pas du flan, on nous a vraiment volé des données. Ces données, moi je peux confirmer, je les ai vues, elles existent vraiment. Si on paye, le reste des données ne sera pas publié. Et donc à droite, j'ai bien évidemment flouté, mais ce sont les dumps complets, donc toutes les données des clients qui n'ont pas payé. La note de rançon, elle est assez classique, et elle évolue d'ailleurs à travers le temps. Voilà, il y a en gros l'adresse qui permet de communiquer avec les attaquants. Donc c'est une autre adresse sur Tor que la première, et la clé d'extension. Donc voilà, rien de spécial. Ce qui est intéressant, c'est que SentinelOne, ils ont trouvé, donc SentinelOne, c'est une société qui
qui vendent un EDR d'ailleurs de base, mais ils font aussi de la recherche. Ils ont trouvé des specs. Ils ont trouvé, l'équipe marketing d'Avadon a publié les specs pour dire que leur chiffreur c'est le meilleur et qu'il supporte telle version de Windows, qu'il a telle feature, qu'il est custom, on peut le personnaliser et ça permet, du coup, c'est un argument commercial pour qu'on prenne leur service et pas celui d'un autre. Donc ça n'a pas été élaboré suite à un reverse, ça a été élaboré suite à, donc c'est les auteurs de ce service-là qui l'ont publié. Et donc un petit peu d'histoire. Là, on va voir que ça se passe très vite finalement. Février 2020, on voit les premières activités d'Avadon. En juin, ils ont complètement démarré, il y a tout qui tourne et ils commencent à avoir des clients entre guillemets. En août, ils lancent leur site de leak, donc qui est accessible sur Tor, dont on a vu des captures. Et au fur et à mesure, chaque mois, quasiment ils doublent leur nombre de victimes. Hein. Donc forcément, on va partir de peu, mais vers la fin, on arrivera à un groupe qui sera grosso modo dans le top 3 des acteurs ransomware. En février 2021, petit cliffhanger, une analyse, donc c'est qui commence à être pris au sérieux puisqu'il y a des gens qui les étudient et qui font des publications à leur sujet. Une analyse est publiée et en fait, il y a une faille dans leur chiffreur qui permet de déchiffrer le fichier tant qu'on a le clair et le chiffré. Donc une attaque claire connue qui est possible. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a un déchiffreur qui est publié par des chercheurs, des good guys. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, Avadon, en mars, ils sortent une V3 de leur logiciel et qui en plus supporte le Monero. Donc ils rajoutent des features, ils utilisent l'actualité pour améliorer leur logiciel. Et voilà. En juin, c'est la fin. Il y a mystérieusement tout qui s'arrête chez eux et la clé qui est publiée. Alors, je crois que c'est passé elle a été publiée par Bleeping Computer, qui fait que toutes les anciennes victimes d'Avadon peuvent déchiffrer leurs fichiers sans même utiliser, même celles qui ont bénéficié entre guillemets de la version qui était patchée, qui permettait du coup pas de faire l'attaque claire connue. Donc il y a des sociétés comme, je ne sais pas si c'est des sociétés, mais en tout cas ils sont sur Twitter, qui font des stats sur les groupes de ransomware. Alors à prendre avec des pincettes encore. Hein. Ils se basent sur certains critères, ils se basent notamment sur les sites ils font des stats là-dessus. Et donc ça c'est en septembre 2020, on voit que Avadon il est tout à droite là, 3 victimes, c'est pas beaucoup. Et en juin 2021, donc qui est leur dernier mois d'activité, ils sont plus dans le top 10, voire dans le top 8. Et il y a même des mois d'avant où ils étaient dans le top 3. Donc, ils sont montés en puissance. Et c'est aussi ce qu'on a vu dans l'actualité. Souvent, des groupes ransomware qui montent trop vite, trop fort, ils deviennent des cibles à shutdown, à arrêter. Et des fois, c'est le cas. On a vu Emotet, par exemple, avec une descente qui a entraîné l'arrêt complet du service. Pour Avadon, on n'a pas vraiment la raison. Pourquoi ils sont arrêtés. Et c'est aussi la question qu'on se pose, est-ce qu'un jour ils pourraient revenir ? On verra à la fin. Leur victimologie, faut que je regarde l'heure quand même. Pas en particulier, on n'oublie pas que c'est du ransomware as a service. Donc ceux qui font l'intrusion initiale, qui sont ceux qui choisissent leurs victimes, ils vont un peu cibler tous les services et tous les pays. Il y a juste une règle. C'est que les pays du CIS, du Commonwealth of Independent States, dont font partie les pays d'Europe de l'Est, la Russie par exemple, sont des cibles à éviter. Donc typiquement, Avadon va refuser des victimes potentielles de ces pays-là. Donc là, on sort un peu du cadre général et on zoome un peu sur un cas d'étude. Donc une réponse à incident qu'on a faite, qui a bien évidemment, je ne serai pas là, permis de déceler le groupe Avadon. Et c'est toujours intéressant de faire un retour de ce genre de cas, surtout que là, on a l'occasion, on a l'autorisation d'en parler. Et ça, c'est intéressant parce que dans le métier où je suis, donc intervenir chez des clients qui subissent une crise majeure d'origine cyber et qui ont besoin de se faire accompagner par des experts pour déjà investiguer, savoir ce qui se passe, avoir la réponse au qui, que, quoi, où, mais aussi
être accompagné sur comment repartir de manière sécurisée et comment repartir plus fort, ressortir plus fort de cette crise. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, donc la victime n'était pas un client d'Atos Digital Security, c'est ce qu'on appelle une réaction ad hoc. On n'a pas de choses préparées, on n'a pas un SOC en place, on n'a pas des contrôles de télémétrie en place, on n'a pas de processus, il faut tout faire sur le moment donné, on n'a pas le choix, c'est pas forcément notre... si le client avait pu deviner qu'il allait ou prendre les mesures pour accélérer ce genre de choses, il l'aurait bien évidemment fait, mais on ne peut pas deviner le futur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il était sous la pression d'un triple extorsion. Nous, on a été appelés lors de la seconde phase, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu exfiltration. Il se trouve que ce client-là, en fait, la victime a été contactée par un de leurs clients, donc un organisme assez important qui faisait de la CTI, donc de la Cyber Threat Intelligence, qui faisait de la recherche sur de la veille sur ce type de groupe et qui ont vu le nom de leur partenaire apparaître dans la liste des victimes. Donc là, ils les ont contactés et c'est ce qui a fait que la victime s'est dit « Ok, cette fois-ci, on va se faire accompagner ». Et ils nous ont appelés. Sachant que une semaine avant, je vais parler après de la timeline, une semaine avant, ils avaient subi le chiffrement, ils avaient réussi à remonter à partir de backup et ils avaient déjà subi une crise. Ils pensaient s'en sortir jusqu'à ce qu'on les appelle et là on leur dit en fait vos données elles sont sur internet et elles risquent d'être release, donc il restait même pas 10 jours, il resterait 9 jours parce qu'il y avait un petit peu de délai, il y a un petit peu de temps perdu. Donc on avait déjà une deadline, entre guillemets. Fallait faire une action avant ces 9 jours. Sinon, les données étaient perdues. Et surtout, il y avait le DDoS qui était en cours. Notamment, ils s'étaient renseignés. C'est du travail de la part de l'attaquant parce qu'ils avaient fait leur boulot de cartographie. Ils savaient que la société victime hébergeait un CRM assez critique pour leurs clients et c'était ce CRM-là qu'ils attaquaient. Ils attaquaient le site vitrine, ils attaquaient tout ce qui était exposé, qui était critique, qui était sensible pour la victime. Donc voilà, en gros on a été appelé un vendredi soir, on a intervenu le samedi matin, le temps de lancer les process, le temps de lancer le choix aussi du partenaire, etc. etc. On a commencé le samedi matin et on est arrivé à 4 personnes, 4 experts sur le terrain et la cellule de crise s'est montée. Donc là, avant de vous parler de l'historique de comment ça s'est passé la réponse à incident, je fais une petite timeline là-dessus, je voulais vous parler de comment l'attaquant il est rentré. Alors on n'oublie pas le facteur RAS. Ce chemin d'attaque n'est pas forcément le même chez d'autres victimes qui ont utilisé le RAS Avadon, mais dans notre cas c'était le cas. Dans notre cas c'était ça. Donc le groupe d'attaquants il passe par Internet. Il utilise des comptes qu'il a probablement achetés ou qu'il a trouvés ou qu'il a devinés qui lui permettent de monter sur un VPN SSL et donc d'avoir un accès VPN sur le réseau. Il suffit qu'il trouve un compte et c'est suffisant. La victime en question n'avait pas de monitoring sécurité, n'avait pas de règles en place pour se dire c'est une connexion VPN qui vient de la Chine ou de l'Inde, alors que j'ai aucune raison, aucun employé dans ces pays-là. Je vais peut-être avoir une alerte, ou s'il y a plusieurs IP qui se connectent avec le même compte, je vais avoir une alerte. Ce genre de télémétrie-là, ce genre d'alerte-là, ils n'avaient pas. On n'était pas à ce niveau-là de maturité, ce qui fait que pour l'attaquant, c'est quelque chose qu'il peut utiliser et qui va faire en sorte qu'il ne sera pas détecté. Une fois qu'il est sur le réseau, il a un compte, il est sur le VPN, il est donc sur le réseau interne. Il n'y a pas beaucoup de segmentation réseau non plus, et il n'y a pas beaucoup de patching, ce qui fait que une faille qui est particulièrement appréciée des pentesters, mais aussi des attaquants, Eternal Blue, est utilisée pour compromettre un serveur. Sur ce serveur, il y a des comptes. Donc là, on a vu des binaires. Alors, il ne s'appelait pas mimikatz.exe, c'était un petit peu personnalisé, mais grosso modo, il permettait de récupérer des comptes en mémoire et ensuite de se connecter sur d'autres machines, et dont des comptes qui sont administrateurs de domaine. Donc, c'était assez évident. Je précise, ce chemin d'attaque, il ne nous l'a pas été donné par l'attaquant. On l'a deviné nous-mêmes, ça fait partie de l'investigation, mais je trouve que c'est plus intéressant de le présenter en premier parce que ça donne une idée de comment ils sont passés. Les petites bébêtes là sur les machines, ce sont des beacons Cobalt Strike et ils ont été utilisés pour que l'attaquant, donc il les a bien évidemment mis sur des machines stratégiques, les serveurs de backup, les contrôleurs de domaine, pour pouvoir reprendre l'accès, garder la main sur les machines, même si le compte VPN est découvert et coupé. En fait, l'attaquant aura toujours la main sur le réseau.
Voilà. Et il s'est pas embêté, il a fait du déplacement latéral en RDP. C'est beaucoup plus brillant que d'autres moyens de déplacement latéraux, hein, du WMI par exemple. Mais bon, ça a marché. Et de toute façon, il n'y avait pas de détection en face, donc il n'y avait pas de raison de se faire détecter. Hein. Au niveau de... Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a fait ça? Il vole sa donnée et il récupère les infos qui l'intéressent. Donc on avait un certain nombre de gigas qui avaient été affichés comme étant volés. Et il lance son ransomware, il lance son chiffreur. Et donc une partie du parc, pas tout le parc, se retrouve chiffré. Donc comment ça s'est passé du point de vue défenseur? Donc c'est le 9 avril. L'infrastructure est chiffrée. Entre le 9 avril et le 16 avril, qui est notre date d'intervention, ils font ce qu'ils peuvent pour remonter le maximum de choses. À partir de backup, heureusement, ils arrivent à refaire des choses. Et au bout de 3-4 jours, tout repart à peu près normal. Ils avaient gardé, heureusement, les serveurs qui avaient été chiffrés et qu'ils n'avaient pas formatés. Ce qui nous permettait, nous, derrière, ce qui va nous permettre de faire l'analyse. Le 17, on est là, on monte une cellule de crise décisionnelle, cellule de crise opérationnelle. On fait forcément partie des deux, on doit rendre un comité. Quand c'est comme ça, c'est toujours le comité de direction qui est impliqué. Hein. L'enjeu, c'est leur société, tout simplement, et leur crédibilité. Évidemment, on parle d'un business qui est un petit peu sensible, donc le comité de direction est bien évidemment impacté, et on parle de quasiment la totalité de leur parc informatique, donc un impact assez important. Et donc matinée, le DDoS qui commence, donc il faut aussi trouver une solution à ça, et ça rajoute vraiment de l'huile sur le feu, puisque il y a déjà une crise et on continue. Donc la triple extorsion, ça marche plutôt pas mal. À la fin de la journée, on avance. On a déjà des premiers résultats d'exfiltration, d'investigation. Donc, on trouve les sources d'exfiltration. On valide effectivement qu'il y a tous ces fichiers-là qui ont été exfiltrés, ce qui permet de donner de l'information sur l'analyse de risque en se disant est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on ne paye pas. Dans tous les cas, si on ne paye pas, il y aura toutes ces données-là qui ont été volées. Et on trouve un moyen de faire de la remédiation des DOS. Donc, entre autres, on met en place un CDN. Voilà. Donc, ça a l'air de fonctionner, c'est très bien. Et en parallèle, on a aussi des personnes qui montent ce qu'on appelle de la supervision de circonstances, et donc qui vont permettre, parce qu'il y a des machines qui sont live, hein, la plupart du parc est encore live, qui vont permettre, si on trouve des choses, si on trouve des indicateurs de compromission sur les machines qui sont investiguées, par exemple le nom du binaire, on ne l'avait pas à l'époque, le mutex, le nom du mutex, des bases de registres, des choses comme ça, on va pouvoir derrière les passer sur tout le reste du parc et valider que les machines ne sont pas infectées. Donc ça, c'était le 17. Le lendemain, on continue bien évidemment l'investigation. On met du monde sur le sujet pour avancer le plus rapidement possible. On n'oublie pas qu'on a maintenant plus que 8 jours, peut-être même 7 jours pour réagir. Et on essaie d'avoir le plus de détails possible. Et donc là, on est dimanche. On est dimanche et on se rend compte, suite à la mise en place de l'infrastructure de monitoring, qu'il y a encore des machines live qui sont infectées, qui ne sont pas chiffrés, mais qui sont infectés et qui communiquent avec un serveur, avec plusieurs serveurs d'ailleurs. Et on se rend compte de la techno qui est utilisée, qui est Cobalt Strike. Je reviendrai un petit peu après là-dessus. À la fin de la journée, il y a ces informations qui sont processées et on arrive à la décision de couper l'accès Internet puisqu'on n'a pas de moyen de remédiation. Et surtout, si on laisse l'attaquant communiquer avec les machines, on va peut-être couper 95% des machines qui sont infectées, mais si on laisse 5%, l'attaquant pourra toujours revenir. Donc la décision est faite de continuer l'investigation, d'être sûr de ce qu'on fait et de couper l'accès Internet. Et derrière, les jours qui suivent, le travail qui va être fait, c'est de monter ce qu'on appelle une bulle de confiance, de remonter les services critiques en premier et au fur et à mesure à ramener tous les services dans cette bulle de confiance jusqu'à ce que la bulle de confiance devienne le nouveau SI. Et bien évidemment, quand on le fait, au passage, on rajoute tout ce qui manquait. Donc, mon processus de patch, des machines, donc des machines à jour avec le processus qui vont bien, de la segmentation réseau, la segmentation AD, de la surveillance, de la télémétrie, tout ce qui fait que même si cette bulle de confiance est, entre guillemets, ébréchée, et on va pouvoir détecter l'attaquant et on va pouvoir valider qu'il est là. Donc en l'occurrence, encore aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite à ça, donc je pense que cette stratégie a plutôt bien fonctionné. Et les jours d'après, on implémente ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à la date limite, et là, décision est prise de payer ou pas. Ça,
Nous, dans notre cas, on conseille toujours de ne pas payer, mais ça reste la décision de la victime. Donc, combien de temps il me reste? Il me reste plus grand-chose, il me reste 5 minutes. Donc, s'il y a des questions, je vous invite à venir au stand B2, au stand Atos, pour venir les poser. J'y serai là juste après. On a fait du reverse, donc c'est pas moi qui l'ai fait personnellement, c'est quelqu'un de mon équipe. On a des profils dédiés à chaque activité, et on a notamment analysé la manière avec laquelle les implants étaient faits, donc notamment Cobalt Strike. Cobalt Strike, c'est un outil qui est maintenant utilisé par la plupart des acteurs malveillants. À la base, c'est un outil pour faire du red team, de la simulation d'attaque. Il y a eu des versions craquées qui ont été publiées sur Internet. Et il est utilisé, pourquoi? Parce qu'il est très versatile, il est très configurable, personnalisable. Il peut permettre de faire du mouvement latéral. Vous voyez les petits liens à chaque fois, c'est l'attaquant qui bondit d'une machine à une autre et qui chaîne son outil. Il l'installe sur plusieurs machines, ce qui lui permet de faire une chaîne et d'aller dans des réseaux plus profonds. Là, il n'y a pas trop de segmentation, donc cette fonctionnalité-là était un peu sous-utilisée. Et il y a plein de modules, il y a ce qu'on appelle aussi des agresseurs scripts qui permettent de lancer automatiquement tout un tas de commandes une fois qu'il y a une machine qui est compromise. Je vous invite à aller voir, pour ceux qui sont dans la Blue Team, qui vont forcément être amenés à combattre ce genre de choses, il y a plein de ressources sur GitHub, et je vous invite à lire absolument the DFIR, donc Digital Forensic Incident Response Report.com, qui est super, qui contient plein de super articles, et dont un sur le guide de défense contre Cobalt Strike. Et donc voilà, on avait un dropper, on l'a analysé en détail, on avait fait des captures en mémoire sur les machines infectées, et on avait pu extraire le profil qui permet d'identifier les IP des C2 notamment, les noms de domaine qui a été utilisés et comment il était configuré. Donc ça nous aide pour l'analyse. Et on l'a aussi vu côté réseau, le monitoring réseau qu'on avait mis en place. On a vu des connexions vers des C2. Les listes des serveurs de C2, elles sont entre guillemets publiques. Il y a des feeds qui répertorient tous ces serveurs-là. Donc on peut assez facilement, à partir d'une liste de machines qui communiquent vers l'extérieur, faire le lien et savoir que c'est tel ou tel C2 qui est utilisé. Est-ce que c'est un Meterpreter, un Poche C2 ou un Cobalt Strike? Le chiffreur, on l'a analysé en détail. Comme j'avais dit au début, je pense qu'il n'y a pas eu d'analyse sur Internet là-dessus. Maintenant, il y en a une. Donc, on a une version de mars 2021, ce qui est important parce que ça veut dire qu'elle a été faite après qu'il y ait eu la fameuse la publication dans laquelle le chiffreur a été buggé. Et donc, voilà, c'est un chiffreur. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la génération de clés qui permettent de RCID qui permettent, c'est un peu la carte d'identité de la machine qui va être compromise. Donc le langage, le nom d'hôte, l'extension qui est utilisée pour le chiffreur, les disques qui sont montés. Tout ça c'est généré, ça nous fait un RCID. Et derrière, ça va permettre d'identifier la machine et ça va être utilisé dans tous les fichiers. Et ça va être utilisé quand vous allez payer la rançon pour faire le déchiffreur. Voilà. Il reste vraiment plus beaucoup de temps, donc je vais passer assez rapidement sur cette partie-là. Évidemment, ils suppriment les backups, donc les volumes shadow copy. Ils font de l'évasion des défenses en place, donc on supprime les AV, les EDR, on va mettre des clés de registre pour désactiver certains services, etc. etc. Et ce qui fait que ça va être plus compliqué de le voir. Là, en l'occurrence, il y avait un petit peu de sécurité quand même. Il y avait un éditeur antivirus qui était installé. Il a été arrêté par le chiffreur. Et comment ils font la persistance? C'est tout bête, ils utilisent des tâches planifiées. Et il y a le code qui a été trouvé qui permet de faire ça. Il y a aussi un mutex qui est créé pour éviter le lancement multiple du chiffreur. Et ils se vantent aussi de faire du chiffrement asynchrone, ce qui permet d'être rapide. Et voilà, ça fait en sorte que ça chiffre très rapidement, ce qui est évidemment un critère de choix quand on achète un chiffreur. Ils font aussi du chiffrement sur le réseau. Le chiffrement de fichiers, j'ai vraiment pas le temps de rentrer en détail, mais si vous voulez, on pourra en parler sur le stand. Donc voilà, conclusion. Alors, Abaddon, est-ce que c'est fini? Je dis du latin parce que j'ai une culture générale très, très importante. Non, c'est pareil, j'ai regardé sur Google Translate. Donc, il y a les indicateurs Mitrattack qu'on fournit toujours suite à une réponse à incident. Et c'est aussi dans les publications. Donc, sur n'importe quelle étude de groupe d'attaquants, vous allez en général, études qui se respectent, avoir les indicateurs Mitrattack qui permettent de mapper qu'est-ce qui a été fait dans la bonne case. Est-ce qu'ils sont vraiment partis? C'est un peu la question qu'on se pose. On a vu un groupe, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était il y a un mois, Recorded Future. C'est pas le groupe, le groupe s'appelle Aaron. C'est marrant parce que ça rime avec Abaddon. C'est un lien. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que leur site, c'est exactement le même, avec les icônes qui changent.
Il y a même eu des études qui montrent que les icônes, si on analyse les métadatas qui sont dans certaines images utilisées par Aaron, on retrouve les mêmes qu'Avadon. Bon, ça fait un peu peur. Et surtout, ce que je vous disais au tout début, le groupe Rival qui a été shut down. Donc c'est le groupe qui avait participé notamment dans l'attaque liée à Kaseya, qui a demandé une très très grosse rançon. Et bien ils sont revenus d'entre les cendres. C'est un phénix. Donc on se demande si ce ne sera pas la même chose pour Avadon, étant donné surtout que leur disparition était assez énigmatique. Donc voilà, je vous remercie.